Heps. Alors, une fois de plus à tous, bonjour. Et vraiment désolée, comme j'ai dit, je devais y être, donc ça me frustre beaucoup parce que j'aime bien donner cours en présentiel, Pascal le sait. J'ai été une grande... Mais bon, voilà. Alors, pour que ce soit quand même interactif, j'ai demandé donc à une personne, et apparemment ce sera Ilyes de Montpellier, de se mettre devant. Et tu as accès... Ilyes, tu vois l'écran ou pas? Oui, on voit l'écran, mais c'est juste que le micro que j'avais ne marche pas. Est-ce que celui-là, il D'accord. marche? Moi, Est-ce que vous j'entends m'entendez ou bien. pas? Ouais, moi, Parfait. j'entends bien. Alors, tu peux quand même t'asseoir, hein, parce que sinon, ça va être long. Mais j'aimerais que s'il y a des questions, que vous puissiez lever votre main et poser directement les questions. Le but, c'est ça. Je veux que vous fassiez comme si j'étais là. Alors, on peut aussi réserver des questions pour la fin. Alors, j'ai un petit peu inversé parce que normalement, on a 1 heure maintenant. Et que mon cours de l'hypoplasie, c'est celui qui est le plus court, donc qui va dans 1 heure. Donc, je vais commencer par l'hypoplasie du cœur gauche. Et ensuite, cet après-midi, on fera les cardiomyopathies et les retours veineux-pulmonaires anormaux dans l'ordre que vous désirez. De toute façon, voilà, il n'y a plus que moi. OK? Voilà. Vous êtes combien là à peu près? On est 40-50. Et alors, vous êtes essentiellement des cardiopédiatres en formation ou est-ce qu'il y a aussi des anesthésistes, des réanimateurs, des choses comme ça, enfin des gens de cette formation-là? Principalement des cardio-adultes et quelques cardiopédiatres. D'accord, donc principalement des cardio-adultes. Et pas d'anesthésistes? Et un anest. D'accord. Et des chirurgiens? Et vous savez qu'il y a des années où il y a des chirurgiens quand même. Il y a un chirurgien. Ah, ben voyez, très bien. Bon, alors on va commencer. Donc moi, je vais vous donner une petite heure consacrée à l'hypoplasie du cœur gauche, qui est... attendez, hein. Alors, vraiment, c'est pas ma journée, hein. Ah voilà, j'ai cru que ça n'avançait pas, mais voilà. OK, donc je pense qu'il faut pas plus qu'1 heure parce que vous le savez, c'est pas très fréquent et heureusement parce que c'est quand même pas un cadeau, naître avec une hypoplasie du cœur gauche. Et donc, vous en verrez certainement, dépendant évidemment dans quel centre vous travailleriez, mais ce n'est pas non plus l'occupation de toute la journée. Et donc, on va essayer je vais essayer de vous résumer les choses les plus importantes et surtout insister sur tout ce que ça nous a appris finalement, euh, pas tellement l'hypoplasie du cœur gauche en soi, mais surtout la prise en charge réanimatoire et néonatale de ces enfants. Euh, cette pathologie-là, qui a donc commencé à être prise en charge dans les années 80 et suite, nous a permis de vraiment beaucoup nous améliorer dans la réanimation de ces cardiopathies complexes et je pense que c'est probablement le gros avantage de tout ça. Alors, vous savez que, surtout en anglais, on dit moins souvent hypoplasie du cœur gauche, mais on dit syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, hein, Hypoplastic Left Heart Syndrome dans la littérature anglaise, parce que, bah, de fait, c'est caractérisé par un hypodéveloppement des structures gauches, conduisant donc quelque part à un obstacle à l'éjection, enfin un obstacle donc à la fonction du cœur gauche, mais on parle de syndrome parce qu'on a une association de différentes choses dans ce cœur gauche qui vont s'associer de façon variable, et c'est ce que je vais vous montrer dans les diapos précédentes, suivantes. Alors, ce qui est important, toujours à bien comprendre, que c'est vraiment le développement de la valve mitrale et du ventricule gauche qui conditionne le caractère univentriculaire de cette pathologie et pas le développement de l'aorte. Autrement dit, si vous avez que l'aorte qui est mal développée, et ça peut arriver, et je vais vous montrer des exemples,
ça peut arriver. On n'est pas nécessairement dans un cas de circulation univentriculaire obligatoire. Ça veut dire certains enfants peuvent être réparés en biventriculaire. Par contre, si vous avez la valve mitrale et le ventricule qui sont beaucoup trop petits ou fermés, vous ne pourrez rien en faire. Les chirurgiens, aussi bons soient-ils, ne peuvent pas recréer une voie d'admission. Ils ne peuvent donc une valve mitrale. Ils ne peuvent pas recréer un ventricule gauche. D'accord? Donc ça, c'est important de bien avoir ça en tête. Alors d'où ça vient? Ben, comme beaucoup de ces malformations cardiaques, on pense que c'est probablement une combinaison, parfois pas, mais parfois oui, de facteurs génétiques, mais également de facteurs hémodynamiques pendant l'embryonèse. Génétique, on est sûr que chez certains patients, en tout cas, il y a des facteurs génétiques parce qu'on peut, par exemple, voir des hypoplasies du cœur gauche dans le syndrome de Turner. Vous savez que le syndrome de Turner affecte principalement le cœur gauche. On peut avoir des bicuspidies isolées, on peut avoir des retours veinopulmonaires anormaux isolés, mais on peut avoir aussi une hypoplasie totale du cœur gauche. On sait aussi que le gène Notch, qui est beaucoup impliqué dans les bicuspidies, peut être impliqué, par exemple, dans des modèles de souris d'hypoplasie du cœur gauche. Donc, les gènes, oui, une fois de plus, hein, comme partout, interviennent, mais très souvent, on ne trouve absolument rien au niveau génétique et on pense que très souvent également, il y a quand même quelque part les phénomènes de flux perturbés qui vont aussi résulter en hypodéveloppement du cœur gauche. Alors, passons maintenant aux caractéristiques anatomiques. Heureusement, hein, pour éviter plus de complexité, parce que c'est déjà quelque chose de bien complexe, c'est au moins des enfants qui sont, dans la quasi-totalité des cas, en lévocardie, en situs solitus atrial et avec une concordance atrioventriculaire et ventriculo-artérielle. Donc moi, j'avoue, mais bon, j'ai pas tout vu en cardiopédiatrique, mais je n'ai jamais vu un isomérisme ou un situs inversus associé à une hypoplasie du cœur gauche. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en général, au moins, ça c'est juste. D'accord? Donc l'évocardie, situs solitus atrial et une concordance entre les structures atriales et ventriculaires et les voies de sortie. Par contre, il y a plein d'anomalies au niveau oreillette et veine pulmonaire, au niveau de la valve mitrale, au niveau ventriculaire gauche, au niveau valve aortique, au niveau aorte et parfois, heureusement seulement parfois, les structures droites. En général, ça se limite quand même aux structures gauches. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau veine pulmonaire, oreillette gauche? Tout est petit à gauche et très souvent, l'oreillette gauche, je vais vous montrer des exemples, anapathe mais aussi écho, l'oreillette gauche est vraiment petite. Et le septum interauriculaire, il n'est pas comme d'habitude. Il peut y avoir un foramen, une CIA de taille variable ou plusieurs petits trous, mais clairement, le septum, il est dévié vers la gauche avec parfois même pas du tout de communication, un septum très épais et une oreillette gauche à parois très épais. Ça, c'est quelque chose qui est un facteur de mauvais pronostic et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que forcément, si vous n'avez pas de communication entre les deux oreillettes, déjà in utero, il va y avoir un problème de flux, de perfusion, de circulation du sang veineux pulmonaire, certes qui est réduit pendant la vie fœtale, mais quand même, il doit y en avoir. Et donc, on va avoir des autres anomalies qui vont apparaître que je vais vous montrer dans les diapos suivantes. Alors, ça, vous verrez, j'ai sorti beaucoup d'illustrations anapathologiques d'un article qui est vieux maintenant, mais qui était écrit par Bob Anderson, qui est un des papes de l'anapath, des hypoplasies du cœur gauche, et qui montre très clairement dans ces modèles anapathes, donc l'anapathe des malades. Est-ce que vous voyez ma flèche ou pas? Ouais, Oui, super. Alors, donc là, c'est une image où, en fait, l'arrière du cœur est vers nous.
Et donc, vous voyez ici, le cœur gauche, il est ici, donc à gauche de l'image. Ici, vous voyez une atrésie complète de la mitrale et vous voyez ici une toute petite oreillette gauche avec un septum, vous voyez, qui est très épais, qui est très anormal. Comme quand vous faites une écho d'habitude chez un nouveau-né, le septum, il est tout fin et vous voyez souvent très facilement la fosse ovale. Ce n'est pas toujours le cas en cas d'hypoplasie du cœur gauche. Et puis évidemment, on a cette grosse oreillette droite et la valve tricuspide. Et vous voyez l'écho, c'est une autre complication d'aujourd'hui, c'est que normalement c'est des vidéos, mais ça marche sur Mac et pas sur PC et pas sur Mac, mais on voit quand même ici. Alors moi je fais les échos avec la pointe vers le bas, d'accord? Vous voyez le VD ici, la valve tricuspide ici, vous voyez le septum ici, et vous voyez la petite oreillette gauche par rapport à l'énorme oreillette droite. Et vous voyez déjà ici que le septum, il est quand même plus épais que d'habitude. Et vous voyez que la CIA, elle est là-haut, mais le flux est turbulent. Donc, il y a, et ça, c'est assez souvent le cas, on n'a pas une belle CIA, un beau FOP initial. Et quel est le problème de ça? Quand vous n'avez pas une belle communication ou si vous avez un septum interauriculaire intact, comme ici, hein, vous voyez, c'est un spécimen de nouveau. Vous voyez le petit VG, vous voyez la petite oreillette gauche, le septum est intact et extrêmement épais. Le résultat, c'est que le sang veineux pulmonaire in utero va pas se drainer correctement, la pression va augmenter et la paroi des veines va s'altérer, va s'épaissir, va devenir extrêmement anormale, beaucoup trop épaisse. Et vous voyez ici en histologie aussi une épaisseur pariétale complètement anormale, avec comme résultat, regardez ici dans le schéma, petite oreillette sous tension, donc avec des problèmes de drainage. Attendez, j'ai un truc que j'ai déplacé, voilà, de drainage des veines pulmonaires qui, je vous ai dit, vont s'épaissir, mais il ne va pas y avoir d'issue pour ce sang. Donc le corps, en général, quand il y a quand il y a des veines sous pression, vont développer des collatérales. Donc, il va y avoir des collatérales qui vont se développer vers d'autres systèmes veineux qui, eux, drainent bien. Mais malgré tout, malgré cette collatéralité qui existe, le drainage se fait mal, ce qui fait que les poumons vont être très, très mal drainés au niveau sanguin, mais aussi au niveau lymphatique. Et on va avoir des enfants extrêmement malades au niveau pulmonaire en raison de cette stase veineuse et lymphatique avec des poumons. Vous voyez, cet enfant évidemment est décédé, extrêmement anormal, incompatible avec la survie normale et certainement pas avec tout un parcours de ventricule unique. Donc attention à bien quand vous expertisez un enfant avec hypoplasie gauche, bien regarder le foramen ovale et les veines pulmonaires. Alors, on descend, donc on a les veines pulmonaires, l'oreillette, je vous ai dit. Après, on passe au niveau de la valve mitrale. Et là, de nouveau, tout est possible. On peut avoir une valve petite, mais qui s'ouvre. Elle peut être extrêmement sténosée et épaissie, ou elle peut être complètement atrétique. Et vous voyez ici, par exemple, sur ce spécimen nouveau, vous voyez une valve qui est très épaisse avec de la fibroélastose, mais elle est ouverte. Vous voyez ici aussi la valve, c'est pas dynamique, mais c'est une valve qui s'ouvre discrètement, mais qui est clairement anormale, épaissie et donc sténosante. Et si la couleur marchère, vous verrez aussi que non seulement elle est sténosante, mais elle est fuyante aussi, donc des valves extrêmement anormales. Et ce que vous voyez sur cette image, je vais vous l'expliquer, c'est que évidemment le ventricule aussi, il va être extrêmement anormal avec très souvent une fibroélastose. Vous voyez cette couche nacrée qui remplace l'endothélium normal
ici, sur toute la surface du ventricule gauche. Alors, les ventricules, ils peuvent être différents. Parfois, ils sont extrêmement musclés, comme ici, hein, extrêmement musclés avec une toute petite cavité. Et parfois, ils sont moins musclés, juste petits, avec une fibroélastose extrêmement importante. Donc, évidemment, ça, vous le voyez très, très bien en écho. Hop, je repasse à la diapo. Vous voyez ici ce tout petit ventricule avec un endocarde très brillant, signe de fibroélastose. Alors, en général, la plupart des vraies hypoplasies, on n'a pas de CIV, mais on peut avoir, comme dans ce cas ici, des CIV. Ici, c'est une vue un peu mixte où vous voyez le ventricule devant. Vous voyez le septum ici, vous voyez plusieurs CIV musculaires chez cet enfant qui, malgré tout, a une valve aortique qui est de belle taille, mais par contre a une occlusion complète de la valve mitrale et un ventricule gauche petit. Donc même si cet enfant a une belle valve aortique, on ne pourra pas transformer cet enfant en biventriculaire parce que, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de valve mitrale. On ne peut pas aller en créer une dans ce tout petit orifice et avec ce tout petit ventricule derrière. Donc vous voyez, au niveau ventriculaire, différents types, au niveau aortique, différents types. Vous voyez ici, elle est ouverte. Là, il y a une occlusion, une obstruction complète, atrésie probablement complexe de la voie de sortie. Parfois, on voit une valve aortique un peu plus fine, mais complètement fermée. Et parfois, on voit une valve qui s'ouvre, mais qui est extrêmement sténosée. Donc, vous voyez, on a toutes les formes possibles. Et cette même diversité, on peut également l'avoir au niveau de l'aorte. Et regardez, on a différents types possibles. Vous voyez ici, ce patient-ci, il y a juste l'aorte ascendante qui est extrêmement hypoplasique. En général, ça, ce sont des enfants qui ont une atrésie complète de la valve aortique, parce que s'il y a un flux antérograde par la valve aortique, en général, l'aorte ascendante grandit mieux. Mais donc, vous voyez ici une atrésie importante. Donc, finalement, les coronaires vont naître hein, de cette aorte ascendante, et puis il va y avoir une petite aorte ascendante. Et par contre, vous voyez ici, la crosse de l'aorte et l'aorte descendante ont tout à fait un beau diamètre parce que quelque part, ils ont grandi grâce au flux rétrograde pendant la vie fœtale. Ici, c'est un autre cas. Vous voyez, c'est l'inverse. L'aorte ascendante est plutôt jolie et par contre, on a un arche transverse qui est vraiment minable, hein, tout petit. Et donc, il faudra vraiment, les chirurgiens vont devoir, de façon très étendue, reconstruire ça. On en reparlera après. Et ici, vous avez un autre patient, son aorte ascendante n'est pas très jolie, l'aorte transverse est belle, et par contre, on voit très clairement qu'à la fermeture du canal, cet enfant va développer une coartation. Il y a une vraie empreinte ici donc, c'est associé à une coartation qui n'est pas toujours là, hein. Regardez, dans, par exemple, un cas comme ici, il ne va pas nécessairement... Bon, ici, vous voyez, il n'y a pas du tout cette image en faveur d'une coartation. Et les patients comme ceci, ils ne développent pas toujours une coartation. Donc, c'est vraiment l'analyse de la crosse doit être complète avec tous les différents segments pour vraiment pour décrire le mieux, parce que les interventions qu'on pourra proposer vont être impliquées par la description complète de toutes ces lésions. Alors ça, c'est quelques images écho. De nouveau, hein, ici, c'est des images qui ne sont pas mobiles, mais vous voyez, ça correspond au cas où vous voyez une aorte ascendante relativement jolie, mais par contre un arche beaucoup plus petit, et par contre l'isthme, vous voyez, est tout à fait libre. Alors que ce patient-ci, vous voyez, ça c'est l'arche transverse qui est toute jolie, et par contre, vous voyez
une toute petite aorte ascendante et vous voyez le flux est bleu, donc il descend parce qu'il n'y a pas du tout de flux antérograde, donc il y a une atrésie aortique complète et donc c'est purement une circulation rétrograde de l'aorte ascendante et donc des artères coronaires. D'accord? Et évidemment, il y a le canal largement ouvert puisque l'enfant sera mis sous prostine et que vous devez bien vérifier dans votre évaluation écho. Alors, le syndrome typique de l'hypoplasie du cœur gauche, c'est, comme je vous ai dit, euh, ventricule petit, atrésie ou sténose sévère mitrale, atrésie ou sténose sévère de la valve aortique, mais il y a des variantes. Hein. Par exemple, comme je vous l'avais déjà montré, le patient avec les CIV, et on voit un autre exemple ici. Vous voyez petit VG, atrésie complète mitrale, donc pas du tout de connexion. Par contre, il y a une CIV qui est plus jolie que l'image écho que je vous ai montrée. Vous voyez la CIV, ce n'est pas le même patient. Hein. Vous voyez la CIV ici qui est assez large. Et c'est grâce à cette CIV que finalement l'aorte ascendante s'est développée. D'accord? On a une aorte ascendante qui est jolie parce que le flux a pu aller comme ça. Par contre, il n'y a pas de mitral, il y a un petit VG. Donc ce patient, on ne pourra pas le réparer en biventriculaire. D'accord? Ça, c'est la même chose. Je passe. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci pour la présentation morphologique, pour la morphologie pure? J'en Non, profite. il y a pas de question. Pas de questions? OK. Alors, vous le savez, aujourd'hui, l'hypo-VG est quelque chose qui très souvent est diagnostiqué avant la naissance parce que l'asymétrie des ventricules est quelque chose qui est assez rapidement identifié par les obstétriciens et les sages-femmes. Et donc, très souvent, le diagnostic est fait assez tôt. Et donc, avec pour le diagnostic prénatal, la question principale, évidemment, de faut-il continuer ou non, est-ce que les parents veulent continuer ou non la grossesse? Si les parents sont vraiment désireux, un cariotype standard est en général proposé, pas d'études particulières parce qu'elles amènent pas beaucoup, mais un cariotype standard, et évidemment la naissance en maternité type 3. Je vous passe le VG borderline, je ne vais pas en parler parce que, évidemment, la médecine, elle n'est jamais tout à fait blanche ni tout à fait noire. Il y a évidemment ces cas qui, à 20 semaines, montrent que le ventricule gauche est vraiment petit et on est sûr que ça va être une prise en charge ventricule unique si on prend en charge le bébé. Mais il y a plein d'enfants, enfin, il y a des enfants qui naissent avec, enfin, qui ont pendant la vie fœtale un ventricule gauche qui n'est pas si petit que ça et où on va devoir se poser la question, est-ce que cet enfant, on va euh, pouvoir arriver à une réparation biventriculaire? Mais c'est vraiment un sujet compliqué, difficile, et que j'ai décidé de ne pas aborder dans ce cours-là, qui n'est un cours pas très long. Alors, donc quand le diagnostic anténatal a été fait, ben, ces enfants naissent en maternité type 3, la prostine est mise en place rapidement. Et donc, il n'y a pas, voilà, le diagnostic après, il faudra rapidement, évidemment, bien étudier l'anatomie, comme je vous ai dit, et puis la prise en charge sera décidée. Est-ce qu'il existe encore des présentations postnatales? Oui, même en France. On n'en a pas très souvent, de moins en moins souvent, mais ça existe. Il faut savoir que c'est souvent des bébés à terme parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de soucis de trophisme placentaire, tout ça, mais très souvent, ils n'ont pas un très gros poids. Ils font à peine 3 kilos, contrairement par exemple aux bébés de transposition des gros vaisseaux, qui sont souvent des gros bébés quand ils naissent à terme. C'est l'inverse pour l'hypo-VG. Donc la croissance globale de l'enfant peut être un petit peu retardée. Comme je vous ai dit, quand ils naissent, si on n'a pas fait de diagnostic anténatal, il faut quand même rechercher les anomalies génétiques, en particulier le Turner, et
les anomalies extracardiaques, on conseille de les rechercher, même si elles ne sont pas très fréquentes, à peu près 12% des cas. Alors, ça, c'est du basique, c'est des choses que vous apprenez pendant votre internat. Avant la fermeture du canal, au fait, la cyanose, vous voyez ici la circulation. La cyanose va être finalement extrêmement discrète et on peut passer à côté au simple examen clinique, d'autant plus que l'enfant n'a pas nécessairement de souffle. En général, ils ont quand même un petit peu de polypnée, mais vraiment, on peut passer à côté. Un examen de maternité standard avec simplement examen clinique peut passer à côté. Et donc, c'est tout l'intérêt d'un dépistage par oxymétrie qui n'est pas instauré dans toutes les maternités en France, qui est obligatoire dans certains pays, mais pas encore en France. Mais c'est tout l'intérêt de dépister des cardiopathies comme ça, parce que si vous faites une oxymétrie à J3 ou à J4, vous allez retrouver une saturation anormale, puisque ben, forcément, dans l'aorte, le sang est mélangé. Alors, ça peut être tout juste, hein, ça peut être 90, 91, mais ce n'est pas normal. Et c'est ça qui va peut amener au diagnostic avant fermeture de canal. Et par contre, ben, si on ne diagnostique pas l'enfant à ce stade-ci, eh ben, on va le diagnostiquer au moment de la fermeture du canal. Et là, évidemment, fermeture du canal, plus rien ne va. Et on a le cas typique de l'enfant qui se présente de façon suraiguë en choc cardiogénique avec toutes les particularités, polypnée, difficulté de téter, tachycardie, acidose, vasoconstriction, oligurie, pouls filant, c'est la définition du choc cardiogénique et qui peut évoluer très rapidement, hein. On peut voir le canal se fermer euh, à l'écho. Ça m'est arrivé un jour de voir un enfant en consulte à J5 de sortie de maternité parce qu'il n'était pas très très bien. Aucun diagnostic prénatal fait. L'enfant arrive pour un examen urgent parce que, il ne le trouve pas bien. On fait l'écho, on voit tout de suite qu'il y a une cardiopathie ductodépendante, le canal se ferme rapidement, on voit le canal se fermer devant soi. Donc, il faut savoir que ça peut aller très vite. Ça peut se passer à J1, à J3, à J5 ou plus tard. Hein, sachez que dans ces maladies ductodépendantes, on ne sait pas toujours quand le canal va se fermer. Ça peut être rapide, mais ça peut être retardé. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est vraiment aussi, forcément, heureusement, nous, les cardiologues, on a la sonde d'écho, donc on va très rapidement pouvoir faire le diagnostic entre l'hypo-VG et le RAO, la cohorte. Mais même pour les néonatologues, il y a des signes, mais je ne vous le rappelle pas, parce que ça, c'est vraiment des choses que vous devez connaître depuis votre internat. Comment différencier l'hypo-VG du RAO, de la cohorte, évidemment l'auscultation, les poux fémoraux, etc. Alors, la prise en charge postnatale. Donc, je vous ai dit, on maintient dans un premier temps la prostine. Mais il faut aussi que le shunt atrial reste ouvert. Comme je vous ai dit tout au début, à partir du moment dans les années 80 où on a appris à prendre en charge l'hypo-VG, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premiers Norwood Hmm? dans le début des années Hmm. 90. Allô? Ah ouais. Ah, j'ai quelqu'un, j'ai... Vous m'entendez? Ah voilà. Vous m'entendez? Je suis de retour parmi vous? Oui, oui, c'est bon, Ah on parfait. entend. Il y a eu une interférence, vous l'avez eu aussi? C'est- Parfait, ça va. Alors, ce que je vous ai dit, l'hypo-VG nous a vraiment appris à bien gérer les enfants graves. Pourquoi? On a beaucoup appris avec l'hypo-VG sur l'équilibre du débit pulmonaire et débit systémique, et donc la fameuse balance des résistances pulmonaires et résistances systémiques. Avant toute intervention, il est absolument
important d'essayer de garder ces enfants dans une balance QPQS la plus favorable possible, c'est-à-dire pas trop de débit pulmonaire, pas trop peu de débit pulmonaire, pas trop de débit systémique, pas trop peu de débit systémique. Et donc, vous avez appris dans le cours de physiologie que quand on a un ventricule unique, vous l'avez vu, un QPQS à 1 équivaut à une saturation à peu près entre 80 et 85. Vous vous souvenez de ce cours que je pense que c'est Pascal vous donne maintenant? Donc, vous devez arriver à garder votre enfant dans dans ce spectre-là, entre idéalement 80 et 85, voire un petit peu moins pour l'hypo-VG. Parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait trop de débit vers les poumons. Parce que s'il y a trop de débit vers les poumons, ça veut dire que vous aurez trop peu de débit systémique. Et trop peu de débit systémique va risquer une ischémie myocardique. Je vous ai dit, les coronaires naissent d'une aorte ascendante qui est parfois déjà perfusée par voie rétrograde seule. Donc une perfusion qui est déjà un petit peu pas très physiologique. Si en plus beaucoup de sang, beaucoup trop de sang va vers les poumons, vous mettez en péril cette perfusion coronaire, mais également la perfusion mésentérique. Et donc, ces enfants, vous allez les mettre à risque très important d'ischémie mésentérique. Et donc, de quelles complications? Qu'est-ce qui risque ces nouveau-nés si la perfusion systémique n'est pas bonne dans les intestins? J'entends mal. Entérocolite. Voilà, l'entérocolite nécrosante. Et ça, c'est un très gros risque chez ces enfants. Donc, quelque part, tout le travail du réanimateur et de vous, les cardiopédiatres, va être de trouver le bon équilibre entre les résistances pulmonaires et les résistances systémiques. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut faire? Alors, si l'enfant est trop bleu, par exemple, vous avez un enfant qui a 70 de saturation. Je vous dis, on est avant l'opération, hein. Donc, qu'est-ce qu'il est important? Il y a trop peu de sang qui va vers le poumon. Alors évidemment, enfin, ou alors les poumons sont malades. On est d'accord? C'est possible. Il peut avoir un sepsis, une inhalation méconiale qui fait que ses poumons sont malades. Mais si ses poumons sont en bon état, si vous avez éliminé ça, quelque part, c'est parce que l'enfant a trop peu de sang qui arrive dans ses poumons. Et que donc, il y a deux possibilités. Soit les résistances pulmonaires sont trop élevées, donc c'est un bébé qui refuse de baisser ses résistances pulmonaires, hein, ça peut arriver, hein, les nouveau-nés, même hors hypo-VG, l'âge tape néonatal, vous connaissez tous. C'est la même chose. Un enfant avec hypoplasie du cœur gauche, il peut refuser de baisser ses résistances pulmonaires. Et donc, le sang ne va pas facilement rentrer dans les poumons. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Déjà, l'oxygène, qui est un vasodilatateur puissant, et puis les NO. C'est notre arme la plus puissante pour aider les poumons qui refusent de s'ouvrir. Mais ce n'est pas la seule raison possible. L'autre raison peut être un obstacle au niveau du retour veineux pulmonaire. Et je vous ai parlé de cette CIA qui peut être restrictive, qui peut être petite. Et si vous avez une CIA trop petite, le sang veineux ne va pas s'écouler et donc le poumon va moins bien être perfusé également en antérograde. Et donc, vous aurez un enfant extrêmement bleu. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'analyser le septum interauriculaire
chez ces bébés, surtout quand ils sont petits, quand ils sont bleus, pardon, pour aller voir, vérifier que c'est pas ça la raison. Et on peut être amené à aller élargir cette CIA. Alors vous me direz, bah, pourquoi on ne fait pas un Rashkin d'office, etc. Ben, un Rashkin, ça ne marche pas toujours parce que je vous ai dit, le septum est surtout épais. Et c'est pas comme dans les transpos, on n'a pas une belle fosse ovale qu'on a envie de déchirer. Ça marche pas. Souvent, c'est des petits trous, on voit pas de belles fosses ovales et on voit déjà que le simple Rashkin ne va pas marcher. Et donc, souvent, on doit utiliser d'autres techniques de septostomie et parfois même, si on veut que la CIA reste ouverte de façon durable, on est parfois obligé d'aller mettre un stent au niveau entre les oreillettes, comme vous voyez ici dans dans ces images fixes. D'accord? Donc, bébé trop bleu, il faut que j'améliore la perfusion du sang vers les poumons. Deux actions possibles. Je baisse mes résistances pulmonaires par NO-oxygène. Ou deux, je vérifie ma CIA. Si elle est trop petite, restrictive, j'essaye de l'élargir. D'accord? C'est clair, ça? Et puis, par contre, l'enfant est trop rose, j'ai 90 de SATU. Attention, 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 la perfusion myocardique et la perfusion mésentérique. Donc après ça, l'écho, elle voit pas bien. Ok, on peut voir un début, on surveille la fonction, mais c'est quand même pas extrêmement facile. Mais donc la saturation, si elle est trop élevée, c'est un indice qui vous dit attention, il y a un problème, il faut que j'améliore ça. Alors, le canal peut être mal ouvert, donc ça, c'est évident. Il faut aller le vérifier à l'écho et voir s'il n'y a pas un problème avec la perfusion de prostine, mais c'est pas toujours le cas et c'est simplement un déséquilibre avec des résistances systémiques qui sont trop basses et qui font que ça ne va pas bien. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est, euh, pardon, des résistances pulmonaires qui ont trop baissé, ce qu'on peut faire, c'est essayer de jouer pour augmenter les résistances pulmonaires. Donc, on peut hypoventiler. Alors, dans certains centres, en particulier nord-américains, mais ça ne se fait pas beaucoup en France, on peut même ventiler avec une FiO2 en dessous de 21, donc genre 19%, pour être hypoxique et donc pour favoriser l'augmentation des résistances pulmonaires. On peut hypoventiler en termes de volume, etc., pour augmenter la PCO2. Vous savez que la PCO2 augmente les résistances pulmonaires. Et on peut donner des médicaments pour essayer d'augmenter le débit systémique en vasodilatant. Donc, vous voyez, donc cette période est extrêmement importante. Il faut vraiment faire attention à avoir un bon QPQS et il faut jouer sur le rapport de résistance. Et c'est pour ça que la prise en charge de ces nouveau-nés nécessite vraiment une équipe de réanimation qui a l'habitude et qui connaît tous ces différents enjeux si on veut que l'enfant arrive en bon état au moment de son intervention. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette phase préopératoire? Vous entendez quoi par vasodilatation systémique? Parce qu'on va lui mettre un IEC Non, qui va être non, opéré c'est en quelques jours avant intraveineux, ça. c'est des drogues plutôt. Alors, l'adobu peut un peu vasodilater ou des équivalents chorotropes, voyez, des agents de réanimation, parce qu'on ne peut pas mettre des IEC, hein, l'enfant, il vient de naître, il est précaire, et donc c'est plutôt de la vasodilatation par des drogues vasodilatatrices comme éventuellement d'obus ou chorotropes ou équivalents. D'accord? Alors ensuite, on va réfléchir à la prise en charge si les parents, évidemment, ont décidé de poursuivre. Alors,
est-ce que, pour vous faire participer un peu, qui peut me citer toutes les différentes possibles premières étapes interventionnelles? Donc, la première chirurgie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ilyes, tu désignes quelqu'un. Je dois désigner quelqu'un. Ouais, qui va Ouais, répondre. quelqu'un a dit un Norwood. Ouais. Alors, il y a un seul type de Norwood ou il y a plusieurs types de Norwood? Un Norwood Sano, Blalock, hybride. D'accord, ok, très bien, c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, il y a encore un peu des prises en charge différentes, mais je vais à peine vous les citer, mais on est d'accord. Alors moi, j'appelle pas l'hybride Norwood, parce que Norwood, c'est un chirurgien, mais bon, on peut dire Norwood hybride si vous voulez, ça ne me dérange pas. Alors, première étape, Norwood classique, donc c'est celui avec le Blalock, on est d'accord. Donc, c'est un vilain dessin, mais c'est quand même le plus clair. Les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre l'aorte ascendante sur l'AP, d'accord? Donc, voilà. Ils vont reconstruire, surtout si l'arche est trop petite, ils vont reconstruire tout l'arche transverse. S'il y a une coartation associée, ils doivent continuer et gérer ça aussi, d'accord? Et puis, ils mettent le Blalock. Un Blalock souvent pas trop gros, 3,5 plutôt, pas un 4 parce que le 4 va perfuser trop les poumons. Norwood Sano, reconstruction de l'arche de la même façon. Et par contre, on met un tube ici entre le VD et les artères pulmonaires. Alors, vous le voyez ici à gauche, plutôt du massif, mais parfois certains chirurgiens préfèrent le mettre à droite. Donc, en fonction de votre équipe chirurgicale, il sera plutôt à droite, il sera plutôt à gauche. C'est pas mal de le savoir parce que quand vous le cherchez à l'écho, c'est bien de savoir de quel côté il est. D'accord? Ça aide de l'écho quand même. D'accord? Donc ça, c'est les variantes Norwood. Alors, quelles sont les différences de chirurgie, de physiopathologie après ces deux versions, enfin ces deux interventions pures chirurgicales? Voilà le tableau qui résume un petit peu ce qui va différer. Donc le Norwood, je vous ai dit, c'est un shunt souvent plutôt 3,5. Le Sano, ils vont mettre un tube VDAP plutôt 5 mm. Ça varie aussi du poids de l'enfant. Les deux chirurgies sont sous circulation extracorporelle, évidemment. Par contre, la perfusion pulmonaire, dans le Norwood, comme c'est classique, comme c'est entre l'aorte et la paix, la perfusion, elle est continue, systolo-diastolique. D'accord? Pour le Sano, elle est uniquement systolique et non pas continue, elle est vraiment pulsatile. D'accord? La différence de ces flux fait que dans le Norwood classique, le champ de Blalock est plus sujet à de la thrombose. Par contre, le Sano, qui est le tube entre le VD et les AP, lui, il peut plus facilement se sténoser aux extrémités. Donc, on recherche dans le suivi des complications un peu différentes. Dans le Norwood Blalock, comme c'est un shunt entre la sous-clavière et la paix, il y a un risque plus important de vol diastolique et vol diastolique qui peut être coronarien, donc qui peut avoir des conséquences coronariennes. Alors que dans le Sano, il n'y a pas cette fuite diastolique et donc il y a moins ce risque-là. Par contre, le problème du Sano, c'est qu'il faut faire une incision au niveau du ventricule droit. Donc, on crée une lésion de ce ventricule. Voilà. Donc, ça, forcément, on le savait dès le départ. Et donc,
on s'est posé des questions pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est moins bien? Euh, il y a des avantages théoriques et puis il y a la réalité. Au fait, aujourd'hui, on se rend compte que les résultats sont extrêmement semblables et c'est pour ça que vraiment le choix dépend encore du centre. Alors, les centres qui ont commencé très tôt ces procédures, beaucoup de ces centres continuent finalement avec le Norwood classique parce qu'ils ont bien appris à gérer, alors que des centres qui ont commencé plus tard sont plutôt en faveur du Norwood Sano. Mais voilà, vous voyez, la mortalité reste quand même assez importante, avec donc les facteurs de risque que je vous avais dit, mais comme je vous dis, pas de vraie supériorité. On voit que le Norwood classique, il y a un petit peu plus de mortalité immédiate, mais que finalement, avec le Sano, on rattrape pour arriver à des résultats finalement plus ou moins semblables à 6 ans. Le Sano, il y a par contre un petit peu plus de réintervention au niveau du Sano, au niveau surtout au niveau du Sano ou éventuellement chirurgical que dans le Blalock. Alors, procédure hybride, voilà, moi je préfère dire procédure que vraiment Norwood parce qu'on n'est plus du tout dans la même technique, puisque vous voyez, on ne reconstruit pas du tout l'arche. Hein. On va simplement stenter le canal, éventuellement élargir la CIA et surtout, on va demander au chirurgien de cercler les artères pulmonaires. Alors là, il y a différentes façons. Il y en a, donc les chirurgiens cerclent en ouvrant le thorax. Nous, par exemple, à Marseille, on avait habitude de stenter le canal en même temps, donc par l'ouverture, par la sternotomie, on ponctionnait l'artère pulmonaire pour aller ici, donc on ponctionnait l'artère pulmonaire en direct pour aller poser un stent dans le canal. Il y a d'autres équipes qui font la pose du stent par cathétérisme cardiaque, donc éventuellement en différé après le cerclage des artères pulmonaires. Il faut faire attention chez les enfants qui ont une coartation, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien voir l'isthme. On peut être amené à mettre un deuxième stent ici pour ouvrir la coartation qui est juste au-dessus de l'abouchement du canal que vous voyez là. Donc ça, c'est la procédure hybride. Alors, aujourd'hui, il y a encore des variantes qui se développent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à remplacer le cerclage chirurgical par la mise en place de petites prothèses fenestrées par cathétérisme à l'intérieur des artères pulmonaires. Mais ça, c'est encore très expérimental. Et alors, il y a des équipes, dont nous à Marseille, au fait, ce qu'on a depuis 2 mois, donc c'est très récent, on ne fait plus que le cerclage, on laisse sur prostine et on fait un Norwood vers 4 semaines de vie. Mais ça, je vous parlerai éventuellement après, si on a le temps, les raisons pour lesquelles on fait ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux techniques de ces premières interventions? Regardez ici, c'est juste une image d'une procédure hybride, hein. C'est très mauvais parce que procédure hybride, on est beaucoup de monde en salle et donc tout gêne. On a les tubes, la sonde écho, le chirurgien, le cathétériseur. Donc c'est compliqué. Donc le chirurgien, en fait, ça c'est un profil, la colonne est là. Il y a le bras qui gêne, mais on n'arrive pas à le monter parce qu'il n'y a pas la place. Il y a le sternum qui est là, que le chirurgien a ouvert. On voit juste un peu un écarteur. Et nous, on a ponctionné, on a un introducteur, on a ponctionné l'AP, on a passé un guide à travers le canal et on met en place le stent ici qui est sur un ballon. Et vous voyez ça, le stent est dilaté dans le canal. Donc ça, c'est quelques photos. C'était des dynamiques, mais finalement, l'essentiel est vu là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour cette première étape?
Non. Pas de question. Alors, tout est clair. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'interstage. Ça, c'est une étape extrêmement cruciale parce que ce qu'on a vu depuis la prise en charge du Norwood, de l'hypo-VG, c'est qu'au fait, il y a une mortalité et une morbidité extrêmement importante entre les deux étapes, donc le 2 et le 4. Et c'est pour ça que cette étape-ci mérite d'être considérée vraiment comme une étape en soi, où l'enfant doit être surveillé de très très près, extrêmement régulièrement et probablement même toutes les semaines. Alors, il y a des hôpitaux qui gardent les enfants hospitalisés. Par exemple, à Londres, il y a un centre qui fait la deuxième étape relativement précocement, vers 3 mois, 3 mois et demi, et donc il garde l'enfant hospitalisé entre ces deux étapes. OK? D'autres instaurent des programmes d'hospitalisation à domicile avec surveillance très importante. Alors vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Parce que ça reste une période où l'équilibre, ce fameux QPQS qui nous a embêtés en pré-op, reste au fait difficile à équilibrer. Alors, l'enjeu est, c'est toujours la même chose, c'est les résistances pulmonaires, les résistances systémiques, sauf qu'il y a des éléments perturbateurs, c'est le chant de Sano ou le chant de Blalock, qui peuvent parfois, en début de vie, être un peu trop grands, parfois un peu trop petits, ou parfois au décours de l'évolution, commencer à se sténoser. Et donc, et puis, il y a cette fameuse CIA, hein, dont j'ai déjà parlé, qu'on peut, par exemple, en cas d'hybride, élargir, mais qui peut un peu avoir tendance à se refermer. Alors, quand on fait le Norwood chirurgical, le chirurgien, lui, ouvre très largement le septum. Donc là, ce n'est pas un problème, mais dans les prises en charge hybrides, voilà, il y a toujours ces éléments perturbateurs, le champ de Sano, le champ de Blalock, et en plus de ça, les résistances pulmonaires de l'enfant, les résistances systémiques de l'enfant. Et donc, c'est une période extrêmement fragile avec une mortalité, morbidité importante. Et les causes, ben, c'est sténose, thrombose de Schindler, obstacle au niveau de l'aorte, parce que je vous ai dit, le chirurgien ou le cathétériseur va travailler au niveau de l'aorte, mais les obstacles peuvent revenir. On peut avoir une dysfonction ventriculaire unique qui peut être favorisée par une mauvaise perfusion coronaire, hein. Le montage peut être compliqué, la perfusion coronaire rétrograde peut être compliquée. Je vous ai dit, si l'enfant a des périodes de bas débit mésentérique qui risquent l'entérocolite qui va beaucoup vous embêter, et puis, on peut avoir du mal à nourrir cet enfant qui ne veut pas grossir, qui ne veut pas digérer, etc., etc. Donc, c'est une période cruciale où il faut avoir l'enfant près de soi et le surveiller de très près, la prise de poids, la digestion, la saturation, l'échographie. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut essayer d'arriver dans les meilleurs délais possibles à la deuxième étape qui est la dérivation cavo-pulmonaire bidirectionnelle, DCPP, donc ils mettent la veine cave supérieure sur l'artère pulmonaire. Mais par contre, si ça a été un Norwood hybride, les chirurgiens doivent travailler plus, ils doivent encore reconstruire toute l'aorte et fermer le canal et donc s'occuper de tout ça. D'accord? Alors, idéalement vers 4 6 mois, mais il y a des centres, pas trop en France, mais il y a beaucoup de centres, par exemple en Angleterre et aussi aux États-Unis, où ils essayent même de le faire plus tôt, vers 3 mois, pour rendre la plus courte possible ce interstage qui est quand même une période vraiment compliquée. En général, on fera un cathétérisme avant pour s'assurer de la bonne perméabilité des artères pulmonaires, de pression basse, d'absence de sténose sur le montage aortique,
absence de sténose sur la CIA. Donc, c'est important de faire une bonne évaluation avant de faire cette prise en charge par DCPP. Je vous ai dit, c'est une étape plus lourde, évidemment, si la première étape était hybride, mais heureusement, après, on souffle parce que l'enfant sera dans un état clinique beaucoup plus stable après ça, avec une saturation. Si tout est bon, si l'enfant est débenzappé, si le ventricule fonctionne bien, qu'il n'y a pas trop de fuite de la valve, l'enfant doit normalement saturer aux environs de 85% dans cette circulation-là. En tout cas, dans les premiers mois qui suivent cette deuxième étape. Et puis, on va laisser grandir un peu l'enfant, le surveiller de près pour ultérieurement faire la troisième étape, qui est le Fontan, la DCPT, qui sera dans notre pays quand même en général fenestré. Hein, donc, le chirurgien va amener aussi la veine cave, le conduit, va créer un petit orifice qui sert de soupape donc pour permettre le sang bleu d'aller ici précharger le ventricule. C'est surtout utile dans la période post-opératoire quand les résistances pulmonaires sont un peu élevées. Donc la petite soupape, la fenestration. Là aussi, la plupart des équipes continuent à faire une évaluation pré-DCPT par cathétérisme. Certaines équipes remplacent le cathétérisme par scanner plus IRM. Nous, en tout cas à Marseille, on continue à faire le cathé, on continue à faire une hémodynamique poussée et des angiographies pour évaluer tout ça et voir si l'enfant rentre dans les critères pour aller vers la totalisation. Donc en général, idéalement, quelque part entre 3 et 5 ans, euh, en fonction un peu de la situation. Et à ce moment-là, ben, votre enfant arrivera à des niveaux de saturation plus élevés. S'il utilise beaucoup sa fenestration, il sera aux environs de 90. S'il n'utilise pas beaucoup, il pourra être mieux saturé. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait un cathé, entre autres, pour rechercher des collatérales? Alors, les collatérales, elles sont de deux types, hein, dans les fontans, dans les pré-fontans, donc dans les DCPP. Un enfant peut développer des collatérales à partir du réseau veineux à haute pression. Donc, le réseau veineux supérieur, quand il y a la DCPP, comme ici, vous voyez ici, il y a une sténose. Et au fait, les pressions sont trop élevées ici dans la veine innominée. L'enfant a ouvert une collatérale veineuse vers l'oreillette systémique qui est à plus basse pression. Donc, ça permet de dériver. Évidemment, ça ne sert à rien de fermer ça si vous ne traitez pas le problème à l'origine. D'accord? Alors, quel est le pronostic à moyen et long terme? Trois choses importantes, la survie, la morbidité, les séquelles neurologiques. La survie, au fait, aux États-Unis, dans les années 2000, ils ont lancé un énorme registre études prospectives qui s'appelle le Single Ventricle Reconstruction Trial, reprenant plus de 500 hypo-VG traités en Amérique du Nord, soit par Norwood avec Blalock, donc Norwood classique, soit par Sano. Donc, il n'y a pas d'hybride dans cette population-là. Et puis, ils suivent ces enfants de façon détaillée au niveau général, cardiologique, neurologique, etc. Et donc, on a une première publication en 2014 qui montrait des résultats à 5 ans. Et l'année passée, on a eu les premiers résultats plus longs, donc vous voyez, avec des enfants atteignant 15 ans d'études. Et vous voyez que finalement, pour la survie de cette pathologie, finalement, les deux chirurgies se rejoignent presque. Peut-être une petite supériorité
du bleu, non, du rouge, pardon, d'accord, qui est le sano, donc une mortalité plus importante ici, encore que vous voyez là, ça se rejoint, d'accord, mais vous voyez qu'on est à 60% de survie post-Fontan, d'accord, si on prend tous les enfants, avec évidemment l'essentiel de la mortalité, comme je vous ai dit dans les tout premiers moments, mais une attrition quand même qui continue, hein. Donc ça reste une pathologie extrêmement grave et comme vous le savez, les choses ne s'améliorent pas après, hein. Ici, c'est vraiment pour tester ces chirurgies-là, mais on sait très bien qu'avec le temps, le ventricule droit va se détériorer, on va rentrer dans le failing fontan, donc le fontan qui ne marche pas bien chez les grands ados ou les adultes, avec toutes les complications de cette circulation pathologique. Alors au début, on pensait que les enfants avec SANO allaient moins bien se comporter en termes de fonction ventriculaire droite, puisqu'il y avait une ventriculotomie droite. Et de fait, les résultats à 5 ans plaidaient pour cela. Vous voyez, ça, c'est une mesure de la fraction d'éjection en IRM préfontant. Et on voyait que pour les SANO, on était un peu moins bon que pour les neurodes classiques. Mais au fait, en 2023, avec plus de recul, au fait, on n'a plus trop cette différence. Alors, on n'explique pas trop. Est-ce que finalement, il y a d'autres phénomènes qui interviennent? Mais en tout cas, vous voyez, on n'a plus trop de différence de ce côté-là non plus entre ces deux interventions. Malheureusement, on n'a pas le troisième bras qui est les prises en charge hybrides, en tout cas dans cette étude. Je pense que ça va venir, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'argument encore pour dire que l'hybride est mieux que les deux autres. Après, il faut prendre tout en compte. Il faut prendre en compte la survie immédiate, la morbidité, les séquelles neurologiques, évidemment. Et donc ça, c'est évidemment compliqué et il faut plusieurs années d'études. Le souci, c'est que les interventions hybrides, il y a pas mal de variabilité en fonction des centres dans les procédures. Tout ça rend les études prospectives ou surtout rétrospectives quand même relativement compliquées. Mais bon, ça va venir dans les années à venir. On l'a déjà pour la chirurgie. Je pense qu'on aura des données plus précises. Euh, mais voilà, mais par contre, hein, et vous le savez, je pense que vous avez un cours dédié à ça, aux anomalies du développement psychomoteur. C'est vraiment ça le gros souci pour l'hypo-VG, hein, puisque l'hypo-VG va se situer ici, dans cette catégorie de nouveau-nés qui sont palliés, ne sont pas corrigés, avec, comme vous voyez, un très grand pourcentage d'enfants avec des troubles mild, comme on dit, moyens ou sévères, et donc finalement peu d'enfants qui ont un développement tout à fait normal. Voilà, moi, c'est ce que le principal, vous voyez, j'ai un petit peu dépassé l'heure, mais on avait commencé un peu en retard. Moi, c'est le principal que je voulais vous dire sur l'hypo-VG. Je vais reprendre un peu. On a quand même 5 minutes ou plus, hein, si vous voulez, pour des questions. Je vous dis, l'hypo-VG, voilà, ça nous aide beaucoup pour apprendre la bonne réanimation. C'est important de bien comprendre. Et voilà, voilà, vous pouvez poser les questions si vous voulez, si vous n'en avez pas, mais bon, peut-être qu'il y en a quelques-unes. Je suis à votre Est-ce disposition. est-ce que vous avez des données sur digoxine versus IEC dans l'interstage? Est-ce qu'il y a des données sur digoxine versus captopril ou autre?
dans Je n'ai pas l'intercell. de notion de données randomisées fort. Alors, moi, vous savez, moi, j'ai grandi avec la digoxine, hein, donc c'est vrai que c'est un médicament qu'on aimait bien, et puis qui a été complètement snobé, hein, d'accord? Les adultes ne l'aimaient pas du tout, donc les pédiatres ne l'aimaient plus. Et puis, il commence de fait à y avoir des études diverses, hein, qui montrent que parfois, dans certains cas, ça peut être utile. Je reste persuadée que la plus grande utilité, c'est son effet ralentisseur, donc chronotrope négatif. Et donc, oui, je pense que ça peut peut-être être utile, mais j'ai pas notion d'études randomisées vraiment fortement positives. Mais j'avoue que j'ai pas regardé ça. Ou si on a un enfant qui est pas très bien, qui a déjà des IEC parce qu'il a une fuite, mais qui reste très rapide, on a plutôt tendance à mettre un peu de bêta-bloquant, comme du carvedilol, pour ralentir. Et je me souviens très bien d'un enfant avec hypo-VG qui a vraiment s'est bien amélioré cliniquement en ralentissant le cœur par des bêta-bloquants. Donc je pense que oui, ça fait partie de l'interstage aussi, essayer d'avoir un enfant pas trop rapide. Et donc se mettre les médications qui vont dans ce sens-là. Mais est-ce que la digoxine est plus efficace que les bêta-bloquants comme le carvedilol ou le bisoprolol? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait des données pour ça. Mais vous, vous êtes dans un centre où vous utilisez la digoxine? Qui m'a posé la question? Pardon, c'est le micro qui circule. Oui, moi je suis dans un centre où on utilise la digoxine. D'accord. Et donc pas de bêta-bloquant? Non, et pas D'accord, d'IEC. d'accord. Et Sauf systématique si ou que intoxication. si Non, Et c'est vous êtes où? Vous êtes dans quel centre? à Marie-Laine Longue. D'accord. Et vous avez trouvé des publications randomisées, tout ça? Ou Bah non, pas? justement, Eh ouais. c'est pour ça que je vous posais la question. Ah ben, ce serait important de les faire, hein, je pense. Mais après, la digoxine a aussi un peu le range thérapeutique est assez étroit. Il faut faire attention avec les intoxications. Mais bon, moi, j'ai utilisé la digoxine pendant des années dans d'autres. À l'époque, on l'utilisait dans les CIV, hein, il y a 30 ans de ça. Mais j'avoue que j'ai pas d'expérience, mais à mon avis, ça peut être efficace parce que je dis le plus important, c'est d'arriver à ralentir. Et ça, la digoxine le fait. Elle ralentit les enfants. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question. Moi, j'avais une question à propos de la DCPP qui est faite plutôt vous parliez de Londres. Ouais. Nous, on nous dit que les DCPP, on les fait plutôt vers 4-6 mois pour que l'enfant puisse tenir assis et que le montage marche mieux. Du coup, est-ce que leur montage marche tout de même à 3 mois, qui paraît assez tôt pour que des enfants tiennent assis? Oui, après, je pense une des grandes raisons aussi, plus que c'est vrai que la position assise contribue, mais il y a aussi l'évolution des résistances pulmonaires. Euh, ça pose pas de souci, même quand l'enfant est couché avec une DCPP, elle fonctionne, hein. Voyez, si vous faites chez un enfant vous faites une DCPP à 6 mois, quand il dort, elle fonctionne, la DCPP. Il n'y a pas que il n'y a pas que la position de l'enfant qui fait fonctionner Qu'est-ce qui est pour vous le principal moteur de la circulation pulmonaire quand il y a la DCPP? Est-ce que vous pensez que c'est principalement l'orthostatisme, enfin donc la position de la tête par rapport au... En effet, il y a mes collègues disent beaucoup les résistances pulmonaires, Oui, les mais résistances et au ouais. fait la ventilation et donc la pression négative que vous faites quand vous inspirez. D'accord? D'accord, Quand vous d'accord. inspirez, et ça, on le fait tout aussi bien couché. D'accord? Donc,
quand on inspire, on crée une pression intrathoracique négative et qui va appeler le sang veineux vers les poumons. D'accord? Et donc, D'accord. c'est pas la position. En plus, souvent, les enfants, on les met, hein, comme vous aussi, quand ils ont eu la DCPP, on les met quand ils vont un peu mieux, on les met un petit peu en déclive, on les met dans le maxi-cosy pour qu'ils aient un peu les épaules plus hautes que les jambes, etc., pour favoriser, pour diminuer un petit peu l'œdème des membres inférieurs. Mais quand les résistances pulmonaires sont basses, et que la dynamique respiratoire est correcte, ça circule même en position couchée. Donc le plus important reste cette dynamique respiratoire et les résistances pulmonaires. Même si, voilà, donc vous voyez, je pense que ce n'est pas l'argument principal. Si les D'accord. résistances sont basses et la dynamique ventilatoire est bonne, ça peut marcher. Merci. Est-ce que vous continuez l'anti-agrégat au stade de la DCPP ou pas? Ah, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous continuez l'aspirine pour la DCPP ou pas? Alors nous, non. Alors là, de nouveau, il n'y a absolument pas d'études randomisées. Même, vous savez que même après le Fontan fenestré, il y a eu des essais d'études randomisées, prospectives, entre warfarine, aspirine, etc. Et même là, on n'a pas de preuves vraiment nettes après le Fontan qu'il faut vraiment anticoaguler. Après, comme il y a un champ droit-gauche, la plupart des centres anticoagulent, hein, quand même. Mais après la DCPP, il y a pas de consensus. Nous, on ne le fait pas. Nous, on ne met pas sous aspirine. Pas systématique. Mais voilà, vous êtes peut-être dans un centre où on le fait. Et voilà, c'est comme tout, hein, vous savez, il y a des habitudes, mais le rationnel n'est pas toujours là. Enfin, les preuves ne sont pas toujours là. J'ai une autre Par contre, question. oui. Dans la prise en charge initiale, qu'est-ce qui vous fait pencher pour une prise en charge Norwood vs hybride? Alors, Les- c'est très fort, dépendant des centres. Mais Alors, dans votre centre. alors, nous, à Marseille, on est passé par des phases où on a fait beaucoup de Norwood et puis Norwood Sano avec des résultats corrects. Et puis, les résultats ont été moins bien et on a voulu essayer l'hybride avec des résultats aigus corrects. Il n'y a pas de CEC, donc ça passe, hein, mais avec des résultats à moyen terme plus compliqués parce que les AP grandissaient mal, donc on arrivait à la cavo-pulmonaire avec des petites AP, puis finalement une évolution pas très satisfaisante. Ce qui fait on avait beaucoup de fuites tricuspides aussi, probablement parce que le ventricule avait une post-charge trop importante, pulmonaire et peut-être aortique. Et on est revenu vers le Norwood, mais sans beaucoup de conviction, euh, alors avec en plus, euh, vous savez, et c'est marrant parce que c'est des choses qu'on n'osait pas trop dire, et puis on en a parlé avec une équipe américaine qui a changé sa stratégie, on essayait de comprendre pourquoi. Et il nous disait que le Covid, quand même, beaucoup perturbé la vie en réanimation, avec beaucoup de turnover des équipes médicales, mais surtout infirmières, et donc une expertise dans la prise en charge qui est moins bonne. Alors, ce n'est pas le seul critère qui a fait que chez nous, ce n'est pas la seule raison, mais je pense que ça y contribue.
Et donc, en tout cas, on n'est pas content aujourd'hui, nous, de nos résultats de Norwood. Et donc, au fait, on a opté pour une nouvelle technique qui a été adoptée par Washington aussi. Pourtant, Washington, ils étaient vraiment très fiers de leurs résultats Norwood. Et ils éprouvent les mêmes difficultés qu'un peu partout d'avoir finalement des résultats avec cette première étape qui ne sont pas satisfaisants. Et donc, au fait, ce qu'on fait, nous, maintenant, et on en a fait chez deux, il y en a un troisième qui... Ah non, un troisième a été opéré hier. Trois, donc, qui sont chez nous, qui ne sont que cerclés au niveau des AP. Et on les laisse sous prostine et on les opère du Norwood plus tardivement, vers un mois. Et les Américains, donc, il y a des Japonais qui ont fait ça aussi. Il y a l'équipe de Washington qui a commencé à faire ça. Il n'y a pas encore beaucoup d'articles qui sont sortis. Mais le gros avantage, c'est quand ils font le Norwood à un mois, pardon, ils ont des enfants qui sont beaucoup plus solides et l'intervention, disent-ils, est beaucoup plus facile en termes de fragilité des tissus et en termes de réaction du bébé, probablement en termes de résistance pulmonaire, résistance systémique. Donc, gestion du péri-op et du post-op immédiat, beaucoup plus simple quand le Norwood est fait de façon retardée. Donc, vous demandez voilà, là où on en est, nous, à Marseille, on en est à ça. Je sais qu'à Paris, à Necker, ils ont commencé à mettre de faire le cerclage par cathé avec des petites prothèses à la place du cerclage. Mais je pense qu'ils y associent le stent encore, là aussi, parce que les résultats chirurgicaux étaient, je pense, pas suffisants. Mais voilà. Donc, en Europe, ça reste compliqué. Je pense qu'il y a peu de centres qui ont des résultats qui sont comparables aux résultats des États-Unis. Et donc, c'est vrai que bah, ça dépend un peu des pratiques, de l'équipe de réa, des chirurgiens, des cathétériseurs. Il y a aucune des solutions qui est parfaite, ça se saurait. Est-ce qu'avec, après, je pense que quelque chose d'extrêmement important, c'est le neurodéveloppement. Donc, si on peut améliorer quelque chose là-dessus en faisant plutôt le hybride ou en faisant le Norwood retardé. Mais comme vous disiez, Sophie Guimont, au topo précédent, on ne sait même pas quelle est la part de la CEC dans les retards du développement. On ne s'est pas prouvé que c'est vraiment la CEC qui soit l'agent le plus toxique. C'est probablement le prénatal, le génétique, la physiologie prénatale, la naissance, l'instabilité, plein de choses, plein de choses. Mais bon, je pense que c'est très variable d'un centre à l'autre. Alors, qu'est-ce que vous faites dans les centres, les, les, les jeunes là, dans vos centres respectifs, quelles sont les habitudes? Combien de vous sont dans des centres où on fait les Norwood, où on prend en charge les hypo-VG? Moi, je travaille à Saint-Luc, à Bruxelles, et Ouais. on fait la procédure. Alors, je t'entends pas bien. Oui, je disais, je Ouais. travaille à Saint-Luc, à Bruxelles, et Ouais. on fait des procédures hybrides chez ces patients. D'accord, ok, d'accord. Et vous êtes content, ça marche bien, les AP grandissent bien. Non, justement, c'est pour ça que je vous posais la question. Voilà, vous avez les mêmes problèmes que nous, hein. Je pense que c'est compliqué de bien équilibrer hein, dans le Norwood, alors bon, dans l'hybride. Est-ce qu'il y a d'autres expériences des gens qui sont à Paris, à Bordeaux? Alors pour Bordeaux, Norwood Sano en première intention. Ouais, ok. Bon. Mais vous voyez, ça reste. À la fois, je dis à moi, je trouve que ce que m'a apporté le Norwood,
c'est de vraiment, vraiment, et surtout aux réanimateurs, d'apprendre à gérer ce fameux équilibre RPRS et de bien comprendre ça. Et c'est une gestion qui nécessite des équipes dédiées, et ça c'est évident, et des équipes qui comprennent, qui connaissent et qui savent manier étroitement cela. Et ça peut être un peu le problème parfois dans certains centres où on a des réanimateurs polyvalents, pas nécessairement cardiologiques, etc. Donc voilà, je pense que le Norwood nous a appris ça. Après, ça reste une pathologie extrêmement grave avec des pronostics, parce que là, on parle, je vous montre la survie à 60%, mais les failing Fontan à 16 ans, à 18 ans, c'est catastrophique, hein. Donc, je pense que le diagnostic anténatal et le conseil anténatal a toute sa place. Mais bon, après, voilà, nous, à Marseille, on a une forte population qui refuse l'interruption anténatale. Et donc voilà, on essaye de faire le mieux, mais au mieux, mais ça reste extrêmement, extrêmement compliqué, je pense. Alors, sachez qu'au Canada, aux États-Unis, il y a même l'option de la greffe néonatale, hein. Alors là, en France, n'en parlons même pas, parce qu'on n'a déjà pas de donneur pour les plus grands. Mais voilà, c'est une option aussi, mais avec lesquelles, perso, j'ai un peu de mal quand même. Mais bon, voilà. Donc, tant qu'il y a tellement d'interventions possibles, imaginables, comme vous voyez pour le moment, ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui est parfaite. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Allez, alors Merci. vous allez manger? Merci Je vous beaucoup. propose, ça vous va? On se retrouve à 14 heures ou vous préférez 13h30? Dites-moi. 13h30, vous avez assez avec une heure? Allez, 13h30, j'y serai.